Lionel Tavernier, bonjour. Salut Gilles. Vous êtes le directeur de la MJC de Saint-Chamond et également un des organisateurs de ce beau rendez-vous qui est le Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. J'ai envie de vous demander tout simplement comment est née l'aventure de ce festival. Une rencontre avec des bénévoles qui ont envie de donner du temps, qui ont une idée en disant il n'y a pas de salon du livre à Saint-Chamond, qui cherchent une structure juridique pour l'accompagner, un petit peu d'accompagnement administratif et un petit peu de portage et un petit peu de portage au sens administratif et au sens... il faut bouger les meubles parce que du coup on est au château du Jarret, pas à la MJC, donc un petit peu se délocaliser. Il faut demander l'autorisation à qui pour avoir le château du Jarret? À la municipalité qui nous accompagne depuis le début sur ce projet-là et sur lequel on a la chance d'avoir ce lieu qui déjà est magnifique. C'est-à-dire qu'une fois, avant même d'accueillir un bon auteur, ce qui est le cas, le cadre est tellement magnifique que je veux dire, on pourrait mettre presque n'importe qui. Et c'est la MJC qui amène non seulement la structure pour tout ce qui est administratif, mais également tout ce qui est humain. Exactement. Parce qu'il y a énormément de bénévoles qui participent à une journée comme celle-ci. Exactement. Il y a quelques heures et des heures de réunions de coordination avec le collectif de bénévoles, le choix des auteurs nous on est là depuis le début sur la com, le choix des auteurs, la lecture des livres. Justement, c'est un peu la question qu'on se pose, c'est comment ces auteurs sont arrivés chez vous? Par réseau, je dirais, parce que maintenant c'est la 7e année, donc même si on n'a pas l'affluence du salon du livre de Saint-Étienne, on ne peut pas comparer les deux organisations qui sont totalement différentes. On est sur un festival complètement différent. Oui, puis c'est plus humain. C'est plus humain, c'est plus thématique. Exactement. Et puis c'est vrai que l'endroit est magique. Hein. Et on est avec des acteurs locaux, des auteurs locaux. Les auteurs locaux, ils arrivent. Ça veut dire qu'il y a un comité de sélection, on lit les livres. Exactement. On lit, on choisit, on essaie de trouver un équilibre. C'est un salon pluraliste, hein, donc. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'auteurs. Oui. Combien vous avez de demandes? Une bonne cinquantaine, je pense, au départ. Et est-ce qu'il y a des critères qui font qu'il y a des dossiers qui sont sur le fil et d'autres qui sont carrément à la poubelle? Un petit peu, on essaie quand même de rester sur quelque chose de pluraliste, c'est-à-dire qu'on fait l'équilibre, on peut mettre que des auteurs jeunesse par exemple. On veut du roman, on veut de l'histoire, on veut des auteurs jeunesse, on veut un petit peu de tout. Quand on parle d'un festival sur une journée, on n'a pas le recul de se dire que ça s'est passé en amont, qu'il y a eu justement des mois et des mois de travail. On va partir sur le prochain, on va parler de l'année prochaine. Est-ce que vous travaillez déjà sur celui de l'année prochaine? Oui, on est déjà avec des prises de contact, avec des gens qui sont venus ici, qui nous ont dit mais moi aussi je suis auteur et c'est trop bien ce que vous faites et ça peut m'intéresser. Ce qui est valorisant pour nous parce qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait et à la qualité d'accueil, mais ce qui est aussi pas encore le choix du comité auquel je tiens beaucoup, le comité de sélection. Et ce comité de sélection, il est composé de qui? De bénévoles et d'une salariée de la MJC. Ça veut dire que c'est des gens qui lisent beaucoup, c'est des gens qui lisent beaucoup, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont pour la plupart à la création de ce salon il y a 7 ans, ou des nouveaux, peu importe. C'est les pas d'accord sans les citer. C'est les pas d'accord, c'est ça. D'ailleurs, au bout de 7 ans, est-ce qu'ils sont toujours pas d'accord? Toujours pas. Toujours pas. Bon, alors on reviendra l'année prochaine pour vérifier si ça s'améliore. Pas vu que ça dure. Est-ce que l'année prochaine, déjà, vous avez des idées, des thématiques, des envies? Non, pas encore, c'est trop tôt, on n'a pas encore fini aujourd'hui. Par contre, il faut garder vraiment ce pluralisme. Et j'ai vu beaucoup de romans de jeunesse qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Et j'ai vu aussi la librairie qui a mis en valeur des jeunes auteurs et autrices de 15 à 17 ans. Qu'on avait mis un petit peu stratégiquement tout de suite au début du salon à l'entrée, qui ont le courage de faire des œuvres, produire des œuvres à cet âge-là, de les promouvoir et d'essayer de les vendre. Alors il y a la fête qui a lieu ce dimanche, mais il y a aussi tout un tas d'activités qui ont eu lieu là pendant 4 jours. Oui, ça se termine demain avec une conférence. Exactement, on a eu 2 spectacles jeunes publics sur un spectacle de Ravix, de la compagnie La Cri de la Lune, complet avec les scolaires, représentation grand public complète également, un petit spectacle de poésie, un grand spectacle de poésie pour 41 personnes vendredi soir, et puis ce salon, donc on devrait terminer ce festival une fois qu'on aura terminé la conférence de lundi prochain sur la bande dessinée et le cinéma, avec 500-600 personnes touchées à peu près. Est-ce que vous avez, vous et vos bénévoles, des envies pour les prochains salons? Oui, il y a des idées qui fleurissent?
C'est toujours l'idée de la création, puis je pense sans doute de promouvoir la jeunesse, parce qu'on a effectivement une vraie qualité d'écriture sur les très très jeunes. Et vu que le festival est porté par NMJC, c'est peut-être ça qu'on va essayer de mettre en avant un peu plus dans les années à venir. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que c'est bon. On n'a rien oublié. Est-ce que globalement, est-ce que vous êtes satisfait de cette journée pour terminer? Oui, c'était une bonne journée. Est-ce qu'on peut dire que quand on va se coucher, on est plus riche humainement parce qu'on a rencontré des gens formidables? On est plus fatigué, ça c'est sûr, mais on est plus riche aussi des rencontres qu'on a faites également. On vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup. Salut Gilles. Véronique Richier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. Merci. Vous êtes présente cette année pour un livre et pour présenter des sculptures. Alors dites-nous un peu déjà qui vous êtes et puis comment vous êtes arrivé à Saint-Chamond. Eh ben, je suis de Saint-Chamond. Je suis née à Saint-Étienne et j'habite à Saint-Chamond depuis toujours. Et j'ai quitté Saint-Chamond pendant 12 ans et je suis partie un petit peu à travers le monde et j'ai notamment habité en Afrique, d'où un petit peu mon inspiration de mon travail, voilà, et des sculptures. Mais il n'y a pas que, je me suis ouvert à toutes les cultures qu'on pouvait trouver partout dans le monde. Je crois que j'aime les gens et du coup j'ai eu envie de les sculpter avec leurs caractéristiques au niveau physique et au niveau culturel aussi. Mais c'est une envie, c'est une formation. Comment on devient sculpteur? Pas par hasard, j'imagine? Aussi par hasard. En fait, à la base, je suis coiffeuse. Ah d'accord. Donc vous touchiez déjà des têtes alors? Voilà, je pense qu'il y a ça. Et puis après, j'ai découvert la Terre il y a 20 ans de ça, bien après l'Afrique. Et puis j'ai eu envie de peut-être à un moment d'essayer de sculpter des visages parce que je travaillais dessus. Je me suis demandé si j'arriverais à représenter des personnes et à ce qu'on les reconnaisse. Et puis petit à petit, je me suis mise à sculpter des peuples. Mais quand on fait des inconnus, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais quand on veut faire des sculptures de visages de gens connus, ça doit être assez compliqué quand même d'arriver finalement à ce qu'on les reconnaisse, non? Ah bah oui, là c'est toute la difficulté. J'ai pas commencé par des personnages connus. Au départ, j'ai travaillé d'après photo et puis à force de bosser l'anatomie, j'ai vraiment beaucoup travaillé l'anatomie pour comprendre les muscles, les insertions musculaires, leur fonctionnement. Et quand on a bien intégré ça, on comprend plus facilement comment créer une expression. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est du temps. Pour moi, c'était pas compliqué parce que c'était vraiment passionnant. Passion. Je me suis beaucoup documentée et après, un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de sculpter quelqu'un de connu. Donc j'ai commencé par Nelson Mandela pendant le confinement. Et puis après, j'ai fait Frida Kahlo, le Dalai Lama. Est-ce que vous avez des demandes? J'ai des demandes, mais je les refuse. Ouais. J'aime pas travailler sur commande. Faut vraiment que je ressente. Faut qu'il y ait un lien affectif entre guillemets. Ben non, justement, s'il y a trop de liens affectifs. J'imagine qu'on peut pas faire une tête de quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah ben non, c'est sûr que les personnages que j'ai sculptés, c'est des personnages qui déjà... Voilà ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé. Ouais, mais en fait, pour rebondir sur ça, moi j'ai ma meilleure amie qui m'a demandé de sculpter sa fille, elle m'a donné une photo et j'ai mis 4 ans à la sculpter. Tant qu'on la reconnaissait, j'arrivais pas à la sculpter parce que je me disais que ça n'allait pas avoir le même rendu. Je la voyais forcément pas comme elle voyait sa fille. On a tous une vision différente. Hein. Exactement, et j'avais peur qu'elle soit déçue. Donc quand on n'a plus reconnu, 4 ans après, elle n'avait pas le même âge que sur la photo, je l'ai sculptée et bon, elle était super contente, mais peut-être que je maîtrisais pas assez encore la technique, je sais pas, mais en tout cas la pression du fait que je connaissais cette petite, c'était difficile pour moi, j'avais peur. Sinon ça se passe comment? Vous prenez un tas de terre, j'y connais rien, non? Et vous vous dites je pars dans l'inconnu ou alors vous avez déjà une idée en fonction de comment la terre réagit, comment ça se passe? Ah bah non, je pars pas dans l'inconnu. Si je pars d'après une photo, je pars d'un bloc de terre. Donc toujours à partir d'une photo?
Quand vous faites des ouais. visages inconnus, J'ai vous pouvez avoir l'image dans la tête. Quand j'ai commencé à maîtriser, un jour je me suis lâchée, mais ça a pris beaucoup de temps. C'était vraiment difficile pour moi J'ai eu longtemps la sensation d'être une copiste du fait que je partais d'une photo. C'était pas mon œuvre, c'était l'œuvre du photographe qui avait vraiment embelli la personne à travers sa photo. Et une fois, je me suis lancée et j'ai fait un personnage que j'ai créé totalement, mais que j'ai sculpté d'après différentes photos pour avoir quand même C'était un haka, qui grimaçait, qui faisait le haka, qui tirait la langue, qui fronçait les sourcils. Et du coup, j'ai pris des banques d'images pour voir quels muscles travaillaient. C'est un travail chirurgical presque. Ouais. Après, j'ai commencé à sculpter comme ça et j'ai découvert un métier, le métier d'épithésiste. C'est des personnes qui fabriquent des prothèses de visage pour les gueules cassées. Et j'ai suivi cette formation et je suis aussi épithésiste. Donc c'est pas chirurgical. Moi, je rentre dans la technique. Ça veut dire que votre visage qu'on voit, il est composé que de terre ou à l'intérieur il y a des ferrailles, il y a des choses qui tiennent, il y a des assemblages. Comment ça se passe techniquement ? Là, mes sculptures, c'est que de la terre. C'est que de la terre. Après, quand je travaille épithésiste, je fabrique des prothèses de visage en silicone pour les personnes qui ont eu une chirurgie, un accident et qui ont besoin d'avoir... J'ai rencontré une dame dans la plaine qui a eu un grave accident de cheval et qui a eu une partie du visage recomposé aussi. Hein. Voilà. Et si j'ai mon souvenir, il y avait des parties en métal aussi. Oui, mais après, ça, c'est des chirurgiens. Moi, c'est pas de la Oui, chirurgie, bien sûr. moi, Mais c'est un peu le même domaine, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai fait cette formation d'épithésiste, j'ai encore plus approfondi l'anatomie que j'avais déjà beaucoup travaillé. Et je pense que c'est à force de travailler que... Alors j'imagine qu'on est dans l'art, là, on est dans la culture, mais il y a aussi un côté économique. Est-ce que vous en vivez de ça ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vraiment un plaisir alors. Ah oui. Le temps que je passe dessus, je pourrais pas vivre de ça. Et je voudrais pas perdre ma passion. D'accord. C'est un passe-temps, un loisir, on peut le classer comme ça ? Ouais. Oui. Et généralement, on a parlé tout à l'heure d'une photo et de 4 ans. Généralement, pour faire une œuvre, vous mettez combien de temps ? Ça dépend des modèles ? Sculptures que j'ai faites, oui. Les premières sculptures que j'ai faites, j'ai passé 200 heures. À peu près. Hein. Je mesurais pas déjà le temps que j'allais passer, donc je m'étais pas chronométré. Sur les dernières sculptures que j'ai faites, dans le livre là, il y a Frida Kahlo à la fin. C'est magnifique d'ailleurs. Ouais, merci. Je me suis filmée pour, dans mon livre, pouvoir présenter toutes les techniques de réalisation que j'ai faites pour Frida. On voit les réalisations Frida de A à Z. Et donc là, j'ai réalisé un film qu'on trouve sur YouTube. Et je sais que j'ai passé 87 heures sur cette pièce-là. Est-ce qu'il arrive à la fin d'une création que vous êtes mécontente du résultat et que vous la mettez entre guillemets à la poubelle ? Non, parce que je m'arrête pas tant que je m'arrête pas tant que je suis pas satisfaite. Donc vous pouvez y retravailler dessus, faire des changements. C'est l'avantage. Quelqu'un qui va travailler la terre ou le bois, il va retirer de la matière. Avec la terre, on part d'un bloc de terre, on va ajouter, ou on peut partir d'un bloc de terre où on retire. Et à la fin, vous faites cuire tout ça. Voilà. Avec 2-3 tomates et une courgette. Ouais, je suis pas très bonne cuisinière, donc non, vaut mieux pas que j'y mette ça. Mais oui, c'est de la terre. Tant qu'on l'humecte, qu'on la recouvre avec du plastique, on peut travailler 1 an dessus. Faut pas trop mouiller pour pas qu'elle s'affaisse et il faut pas trop qu'elle sèche, sinon on peut plus travailler. Comment est venue l'idée de faire un livre de photographie de ce travail ? Alors justement, c'est pas que mon livre, c'est aussi c'est le travail de Raphaël et de moi. Raphaël, mon compagnon, qui a fait un livre l'année dernière, Petit journal utopique, qui avait déjà été présenté au festival du Curieux Voyageur. Et Raphaël est photographe, on s'est rencontrés il y a 3 ans et il a au départ regardé les photos de mon site en me disant mais c'est quoi ces photos, on se rend pas du tout compte de la qualité de ton travail. Donc il m'a suggéré juste pour mon site de me refaire des photos et quand j'ai vu la qualité de ces photos qui sublimaient J'avais adoré la vache l'an dernier.
Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, après, c'est un autre rendu. Sur les photos, ça permet de les projeter en grand. Moi, quand j'ai vu ces photos, j'ai dit c'est génial, on ne peut pas laisser ça comme ça, on peut en faire des tableaux. Et moi, j'avais déjà l'idée de décliner mon travail autrement parce que j'ai bien conscience que les pièces, elles sont chères et que tout le monde ne peut pas se les acheter. Donc là, avec des tableaux qu'on peut mettre aux dimensions qu'on veut, ça permet d'avoir des pièces à tous les prix. Et vos œuvres, on peut les voir dans des salons, on peut les découvrir comment finalement? Moi j'en expose de temps en temps dans mon salon de coiffure, mais de plus en plus, en fait avant je n'exposais pas. Et comme Raphaël fait des expos, on essaye d'occuper nos week-ends avec des expos et c'est vrai que c'est plutôt exponentiel la demande. On a récemment exposé au Festival du Curieux Voyageur. On fait plein d'expos. On a exposé à la MJC de Saint-Chamond. Oui, qui est encore en cours. Qui est encore en cours, ouais. Il y a des dates qui sont prévues dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Oui, il y a beaucoup de dates. La semaine prochaine, on va être à Monistrol avec Artère du Bourg, c'est une association. Après, au mois de juin, on va exposer à Saint-Maurice-en-Gourgois. Saint-Paul-en-Cornillon, je ne me rappelle jamais le nom du village. C'est dans le même secteur, il me semble. Hein. C'est ça, et c'est une expo dans les jardins. Donc ça, c'est le 2 juin. Après, on va exposer début septembre à Roche-Taillée, à la Journée des Peintres. On va aussi exposer à l'amicale Michelon à Saint-Étienne. Mais c'est toujours très régional. C'est très régional. Ouais. Et ouais, parce que on travaille, on ne peut pas aller trop loin. Et l'année prochaine, en 2025, octobre 2025, il est prévu que pendant 6 mois minimum, voire 1 an, ils aimeraient bien 1 an, d'être exposés au Musée des Civilisations à Saint-Just-Saint-Ambert. Ah ben là, ce serait très intéressant, oui. Ouais. Ce livre, il est destiné à tout public? Oui, à tous les gens qui s'intéressent au monde entier. C'est pas un travail sur mon travail, c'est à travers mon travail, c'est vraiment un regard sur le monde. On peut le trouver partout, comment ça se passe? Il faut le commander, il faut aller le voir sur Internet. Dites-moi un peu si demain je veux l'offrir à quelqu'un de ma famille. Alors vous pouvez venir au salon de pièces cuisine à Saint-Étienne qui est aux 3 rue Louis Merlet. Donc j'en ai toujours. Après par la MJC de Saint-Chamond, il peut y avoir des contacts ils peuvent me donner mon contact et puis à travers mon site qui est sur Oui, on ne sait pas tout par cœur. Jimdo, oui, en fait sur 3W. Ah, les lunettes c'est utile parfois. Hein. C'est pour ça que je suis pas à l'image moi. www.verot.jimdo.fr. Là, vous verrez tout mon travail, toutes les sculptures et il y a un petit lien, la boutique, où vous pouvez commander en ligne si vous êtes partout en France. Il n'y a pas des galeries, je ne sais plus exactement le terme, des galéristes, non, comment on dit, ceux qui ont des galeries? Non, je ne travaille pas. Non, il n'y a pas des je travaille bandes pas dans des galeristes. Ouais. Je pourrais, mais j'ai envie que mon travail soit plus accessible et donc non, on expose en toute simplicité. Bon, moi j'ai tout noté, c'est passionnant, c'est vraiment très joli et j'ai même noté que si je veux me faire couper les cheveux, je peux venir vous voir. Éventuellement, oui. Et si je peux rajouter un petit truc, le travail de Raphaël aussi, un travail totalement différent. Raphaël va faire une expo à la Chaise-Dieu en parallèle à la façon de Robert Doisneau du 31 mai au 30 septembre. Donc un emploi de temps bien chargé. Voilà, des photos de Robert Doisneau et des photos de Raphaël qui auront aussi été faites à la commande de la mairie de la Chaise-Dieu. Très bien. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Je vous souhaite un bon salon. Merci vous aussi. Plein de bonnes choses. C'est gentil. Et puis votre livre est magnifique. Merci. Séphora Grimaldi, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. Merci beaucoup. Vous êtes là pour nous présenter un ouvrage qui est magnifique d'ailleurs. Merci. C'est un conte. Oui. Princesse Akosiwa et la belle sorcière. Avant toute chose, qu'est-ce qui vous a donné envie un jour de prendre un papier, peut-être un stylo, ou alors directement sur ordinateur, d'écrire des histoires?
Alors moi, en fait, j'ai baigné depuis toute petite dans les contes et les histoires fantastiques. Mon papa, sous ses nombreuses casquettes, est aussi conteur. Ouais. Donc depuis toute petite, si c'était pas sur les cassettes enregistrées, c'était mon papa directement qui nous racontait des histoires, très souvent qu'il inventait sur le tas. Donc parfois un petit peu frustrant parce que certaines histoires, on n'a jamais su la fin. Donc il y en a certaines, je me demande encore, mais comment est-ce que ça s'est fini ? Mais voilà, j'ai grandi vraiment en étant bercée dans les contes. Et moi, je vivais dans mon monde imaginaire. J'attendais Peter Pan à ma fenêtre pour qu'il vienne me chercher. Voilà, j'étais dans mon petit monde de bisounours. Et donc, j'ai toujours été inspirée par tous ces mondes qui nous font voyager, qui nous font rêver, et qui nous emmènent un petit peu ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire, il faut beaucoup d'imagination. Ouais. Ça vient comment l'inspiration ? C'est du réel, on passe au virtuel. Comment ça se passe ? On développe des imaginaires devant son écran. J'imagine que vous écrivez sur un ordinateur maintenant, non ? J'écris sur l'ordinateur, oui, des notes sur mon téléphone, mais après j'aime bien écrire aussi sur le papier. Donc parfois quand j'ai des idées ou au moins des petites phrases, j'aime bien avoir des petites traces. Vous vous inspirez du réel alors ? Du réel, bah oui, toujours. Je pense qu'on s'inspire toujours un petit peu du réel parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est. Et puis après, on dérive un petit peu dans nos rêves à nous et la réalité qu'on aimerait bien aussi créer et ce qu'on a envie aussi de partager, d'inspirer et de faire rêver un petit peu autour de soi. Comment elle est née cette princesse Ako Siwa ? Je le prononce bien, je ne sais pas, il y a peut-être une princesse intonation. Ako Siwa, non, c'est moi ça. j'ai l'accent un peu stéphanois et c'est peut-être pas compatible. Non, ça va. Elle est née en fait du fait que moi, petite, voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans mon monde de princesse et j'étais fan de toutes les princesses. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas, je me suis jamais retrouvée, j'ai jamais vraiment pu m'identifier aux princesses de mon enfance. Donc moi, petite, je rêvais d'être blonde, d'avoir les cheveux blonds et lisses et longs, et j'étais Moi pareil, je rêvais d'être beau. Vous voyez, comme ça on a tous nos rêves. Hein. Et sauf que mais voilà, c'était pas ma réalité. Et moi voilà, je pense pas qu'on peut faire plus frisée et plus brune, si peut-être plus brune. Mais et donc du coup c'est né voilà d'un petit peu de ce délire, de ce désir de faire un petit clin d'œil à mon moi d'enfance et de créer une héroïne dans laquelle j'aurais pu moi me retrouver. Et du coup en pensant à toutes les petites filles voilà qui ont les cheveux bouclés, qui ont la peau un petit peu mate. Qu'elle puisse elle aussi avoir une héroïne où elle se retrouve. Voilà. J'ai envie de vous demander, votre public, il va jusqu'à quel âge du coup ? Alors il y a pas de limite d'âge. Moi je lis les contes encore. Je sais mon papa en lit aussi, donc je pense que les contes c'est vraiment pour tout le monde parce que chacun peut y retrouver son petit espoir, sa petite lueur, sa petite inspiration, son petit rêve. Mais finalement, en vous écoutant, je me dis que c'est un engagement cette histoire. Un petit peu, oui, un petit peu. C'est un petit peu un engagement parce que c'est aussi cette princesse Ako Siwa, donc elle rencontre la belle sorcière. Et c'était aussi un petit peu de renverser les codes parce que Ako Siwa, on la décrit, alors bien évidemment qu'elle est magnifique, mais on dit jamais qu'elle est belle parce que l'accent de la beauté est mis sur la sorcière qui finalement, elle est méchante. Donc c'est aussi pour envoyer, j'ai eu moi des enfants qui m'ont dit mais comment ça se fait que la sorcière elle est belle si elle est méchante. Donc c'était aussi pour mettre aussi ce petit clin d'œil que parfois que la beauté c'est bien mais que ça fait pas tout non plus. Et en grandissant très souvent voilà c'était les princesses elles sont belles, elles sont si et bien sûr qu'elles sont belles. Mais c'était aussi l'occasion de mettre l'accent sur des qualités intérieures et de faire un focus autre. Finalement vous vous êtes beaucoup inspiré de mon histoire parce que moi aussi j'en ai rencontré des belles sorcières. Ouais. Ou des sorcières qui étaient belles ou des belles qui étaient sorcières. Oui, elles existent, elles sont plus présentes que ce qu'on croit. Entre le moment où vous êtes au premier mot, j'ai envie de vous dire, dans l'idée, et le moment où vous dites ça y est, c'est fini, il se passe combien de temps ? Alors, j'ai écrit une première histoire avec cette héroïne que finalement j'ai bazardé. J'ai balancé, je me suis dit non, ça va pas. Et puis finalement, j'ai recommencé à écrire et c'est venu plutôt naturellement, j'ai envie de dire, l'histoire de quelques mois peut-être. Comment on fait, une fois qu'on a écrit le livre, une fois qu'il existe, une fois qu'il est bien réel, qu'il est entre ses mains,
Parce que c'est un travail, mais il y a un second travail qui s'engage, c'est-à-dire de le faire découvrir Ouais. et de faire savoir qu'on a fait un livre, Ouais. qu'il existe. Ouais. C'est un travail totalement différent. Comment on fait quand on est un peu hors des sentiers, quoi? Eh bien, un petit peu le bouche à oreille. Après, ben voilà, il y a Internet et puis il y a de faire le contact avec les gens, parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'on écrit, c'est pour aussi rencontrer les gens, partager qui on est, ce qu'on a à offrir au monde et puis le partager. Donc voilà, après il y a aussi les réseaux sociaux, Internet. Et puis voilà, on démarche un petit peu les librairies, on va voir à droite à gauche. Bon, moi j'ai la chance de travailler avec une maison d'édition sur Saint-Étienne, donc on travaille aussi en binôme. Vous êtes stéphanoise? Donc voilà, oui. Et vos livres, on les trouve où alors? On les trouve sur Internet, on les trouve dans Oui. les librairies stéphanoises, dans la région, Voilà, dans toute la France? exactement, ouais. Alors dans toute la France grâce à Internet, mais pour le moment c'est surtout dans les librairies sur Saint-Étienne. Et puis bah, voilà, je suis encore en train de démarcher. Voilà, Et comment vous vous êtes retrouvé à ce festival de Saint-Chamond? C'est vous qui avez fait la démarche ou à quoi ça s'est passé? Non, alors en fait c'est au travers d'une amie à moi qui est membre de l'MJC, qui avait mon livre, qui a donné mon livre à l'MJC, et l'MJC a beaucoup aimé le livre, l'a trouvé très beau, et donc ils m'ont demandé de venir. Pour conclure, est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous qui sont déjà programmés dans votre agenda? Alors oui, en septembre il y aura une session de dédicace au forum à Saint-Étienne. Très bien, la librairie. Ouais, à la librairie. Et puis après, le reste est encore en cours. Est en gestation, on dit. Il ne serait, pardon. Est en gestation. Exactement. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau livre? Comment ça se Oui. passe là? Ouais, exactement. C'est une suite? C'est autre chose? Comment ça se... C'est autre chose, toujours avec la même héroïne, mais on peut dire plus ou moins oui que c'est une suite, mais ce sera une toute autre histoire. Dernière question, la pochette, enfin la couverture est magnifique. Merci. Comment vous avez fait? C'est quelqu'un qui vous l'a fait? C'est vous? Vous avez fait une commande? Vous avez donné des indications? Alors, Comment on crée une couverture de livre? Alors oui, alors ça c'est vrai que c'est un petit peu un challenge quand, comme moi, on ne sait absolument pas dessiner, mais ce fut un plaisir pour moi parce que j'ai pu travailler, donc faire découvrir aussi le talent incroyable d'une amie d'enfance en réalité, donc Élise Otmani, l'illustratrice, et donc on a travaillé en binôme. Alors on a la chance d'être un petit peu connectés, donc il y a des choses qui ont été beaucoup plus faciles parce qu'en fait elle a su un petit peu lire dans mes pensées. Mais j'avais fait une direction artistique, voilà, pour essayer quand même de donner une ligne directrice. Mais après, moi, le but, c'était aussi que l'illustratrice puisse elle s'amuser, faire découvrir aussi elle tout ce qu'elle a à faire découvrir. Et puis ensuite, je suis passée par une coloriste, donc Yasmine Nguyen, sur Paris, qui a su mettre en couleur et donner toute la magie finale, la touche finale de. Dernière question, second degré. J'ai vu que vous appeliez Grimaldi. J'ai envie de vous demander quand est-ce que vous allez voir vos cousins et quand est-ce que vous allez présenter votre livre à Monaco? C'est prévu pour cet été. Ils vous reçoivent et il y aura un joli stand. Exactement, un joli stand. Eh bien écoutez, donnez le bonjour à Albert de ma part. Ce sera fait. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci pour beaucoup. votre humour. Merci. Marion Curtillet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Festival Liranville de Saint-Chamond. Merci. J'ai une première question toute simple. Comment vous êtes retrouvé ici dans ce château du Jarret pour ce festival? Alors j'ai trouvé l'adresse du salon, j'ai trouvé la publicité du salon sur Internet. J'ai contacté la MJC qui d'abord m'a dit on a déjà plein d'auteurs pour cette année, mais envoyez-moi votre publicité pour l'année prochaine. J'ai envoyé pour l'année prochaine. Et puis la personne de la MJC m'a tout de suite rappelé, elle a dit écoutez, on va vous trouver de la place parce que c'est vraiment trop bien ce que vous faites, et voilà comment on se retrouve à Saint-Chamond aujourd'hui. Justement, si ce que vous faites c'est très bien, vous faites quoi? En fait, je m'occupe d'accompagner et d'éditer des jeunes, c'est-à-dire des enfants en âge d'école primaire, et des jeunes un peu moins jeunes qui sont ados de 12 à 18 ans dans l'écriture, et ensuite j'édite leurs livres une fois qu'ils sont prêts. Est-ce qu'on peut parler d'atelier? C'est pas vraiment des ateliers parce qu'ils écrivent. Alors, les jeunes en école primaire, oui, écrivent avec moi. Les ados n'écrivent pas avec moi, ils écrivent tout seuls. Moi, je les accompagne uniquement. Quand vous parlez d'accompagnement, c'est un rôle de
de les mettre dans un chemin où c'est un rôle de correction? C'est quoi l'accompagnement exactement? Eh bien, tout au long de l'année, on se retrouve une fois par semaine où ils déjà font le point d'où ils en sont, s'ils ont des difficultés par rapport à leur manuscrit, des blocages ou des doutes sur la cohérence ou sur le rythme, etc. On en parle. Et puis, lors des ateliers, je reviens sur leur texte à eux, sur ce qu'ils écrivent, et on s'en sert d'exemple pour travailler sur des règles de français, de récits qui concernent tout le monde. J'imagine qu'il y a des techniques aussi. Des techniques. Des Pour techniques écrire. Pour écrire. Alors, moi je pars Pour vraiment... parler, je garde les miennes, mais pour écrire, il y en a sûrement d'autres. J'évite surtout de leur caler des méthodes toutes faites. Je veux vraiment qu'ils soient libres. Spontané. Voilà, qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Et puis moi, je m'assure juste que ce soit bien écrit. C'est ça que je leur apprends, c'est à bien écrire. Mais sauf que chacun a son style, chacun a son thème. Et donc, bien écrire, ça veut pas dire la même chose. S'ils n'ont pas tous les mêmes besoins, je peux pas leur donner une technique qui sera valable pour tous. Certains font presque de la poésie, d'autres sont dans de l'aventure, d'autres sont dans du fantastique. Ils ont d'autres besoins, Ils chacun. sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, ou alors vous leur parlez de thèmes Non. formatés, enfin Non. des thèmes à choisir, quoi. Non. Ils partent certains arrivent déjà avec un manuscrit d'ailleurs, que je leur fais réécrire du coup. C'est complètement ça, tout vient d'eux. Tout vient d'eux. Et vous éditez tout, ou alors il y a une sélection? Comment ça se passe là aussi? Une fois que la qualité d'écriture est là, que le livre est prêt à être édité, il est édité. Donc ça dépend plus du jeune. Est-ce qu'il va avoir la patience et le courage de réécrire son livre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? J'ai une jeune là, elle a mis 4 ans à écrire son livre. Alors je dis toujours que chaque mot a un sens. Éditer, c'est quoi exactement? C'est finalement mettre ses écrits sur un livre? Alors, ou c'est tout un chemin aussi pour faire vivre une œuvre? Alors voilà, le livre, il faut qu'il soit de la qualité suffisante. Ça veut dire quand il va devenir livre, objet livre. Donc il y a un coût d'impression, il y a un coût de promotion, il y a ensuite la vente du livre. C'est ce que je leur apprends, c'est la différence entre raconter une histoire, qui ça effectivement ne nécessite pas de qualité particulière, et l'édition d'un livre où là le niveau d'exigence est extrêmement plus élevé. Donc moi ce que je leur fais, c'est éditer des livres. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas y arriver. C'est quoi un niveau d'exigence en 2024? Alors justement, je sais qu'ils sont attendus au tournant. En plus, ils sont jeunes, donc on va dire que comme ils sont jeunes, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc je suis d'autant plus exigeante avec eux qu'on peut l'être avec des adultes à qui on pardonnerait plus de choses. Donc non, ils sont au niveau de l'édition classique, comme les livres que vous trouvez là sur le salon. Et la vie du livre, c'est quoi après alors, une fois qu'il est édité? Et après, c'est la vie d'un livre normal. Oui, On est là, on le part en vend. librairie, il Ah part en oui, salon, tout à fait. Ils sont distribués par Pollen Diffusion, donc ils sont en librairie. Et il y a quelque chose avec la jeunesse, il y a avec les écoles, les choses comme ça? On fait des rencontres. En fait, lorsque les établissements scolaires nous connaissent, évidemment, ils font des grands yeux. Comment ça, des jeunes qui écrivent? Et voilà, au fur et à mesure qu'ils nous connaissent, on multiplie les rencontres. Et donc, votre maison d'édition indépendante, elle est basée à Villeurbanne? Oui, tout à fait. Donc, vous adressez beaucoup à la région, ou alors c'est à toute la France? Toute la France. En fait, personne ne s'occupe des jeunes qui écrivent nulle part. Donc, au fur et à mesure que les jeunes nous découvrent, on va dire, ils nous rejoignent. J'ai une jeune fille de Besançon, on en a d'un peu partout. Et justement, ils vous découvrent comment? Eh ben, c'est là tout l'enjeu. Ça avait beaucoup de questions, je sais bien, mais... Ils nous découvrent principalement en direct, du bouche à oreille, sur les salons ou dans les écoles. J'en ai plusieurs qui viennent. En fait, en moyenne, vous avez 2 jeunes qui écrivent par classe. On le sait pas, mais voilà. Ah, sur 30? Ouais, c'est ça. Bah, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça fait 1 sur 15. Il suffit qu'ils se découvrent pour que l'autre dise « Ah, mais moi aussi j'écris » et c'est parti, ils nous rejoignent. Et puis, la personne qui nous a rejoint de Besançon nous a trouvé sur Internet. Alors, je sais pas trop comment elle a fait parce qu'on n'est pas les rois du référencement sur Internet, Google. très bizarre. Très bizarre, Internet. Elle nous a trouvés, voilà, sans nous chercher spécialement parce qu'elle savait pas qu'on existait. Elle nous a trouvés quand même. Et donc, vous lui apportez quoi? Des conseils au début? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est une équipe aussi. Parce qu'en fait, ces jeunes qui écrivent, c'est un peu tabou d'écrire aujourd'hui. C'est pas à la mode. C'est pas un peu fort le mot tabou? Et vraiment, ils n'en parlent pas. Ah ouais? C'est-à-dire que j'ai parfois deux écrivains qui étaient assis à côté dans la même classe qui ont mis 6 mois à parler d'écriture. Et là, de se dire « Mais t'écris? Mais moi aussi j'écris !» Mais sauf qu'ils en parlent tellement Vous savez pas que vous le faites super bien. Ah bon? Vous tenez quelque chose là. Non, mais c'est fou, quoi. Et en fait, le fait de se retrouver dans une équipe, je leur apporte ça aussi. C'est-à-dire qu'au collège ou au lycée, ils se sentent très isolés. Ils se demandent s'ils sont pas bizarres, etc. Et ils font semblant d'être comme les autres, en fait. Dans la cour de récréation, ils sont obligés de faire un peu semblant de s'intéresser aux thèmes qui intéressent les autres, alors que ça ne les intéresse pas du tout. Et du coup, de se retrouver dans une équipe de personnes qui sont comme eux,
Ah, mais c'est vraiment... Oui, ils sont le dimanche sur les salons parce qu'en fait, ils aiment tellement, d'abord, être ensemble. Ça veut dire aujourd'hui qu'en 2024, un jeune qui écrit, il est marginal? Ah oui, il ne le dit pas, hein, vraiment. Et ils ont tous des pseudonymes et aucun ne se dévoile au lycée ou au collège. Hein. Ah ouais, donc c'est pas la chose qu'il faut mettre en avant pour être bien vu, quoi. Bah, il le mettra sur Parcoursup parce que ça devrait le mettre en avant dans les yeux des recruteurs, mais pas en tout cas pas pour se faire des amis au collège, non. Alors vous êtes venu aujourd'hui à Saint-Chamond avec plusieurs de ces auteurs. Hein. On va peut-être commencer par parler de... Je sais pas comment ça se prononce, PH? PH, tout simplement? Oui, PH, comme ça s'écrit. D'accord. Bah ouais, encore. Je vais mettre ça sur la faute de mes lunettes, hein. On va dire qu'elles sont sales. Comment vous avez découvert PH et qu'est-ce que fait PH? Alors PH, elle est avec moi depuis 2 ans, c'est son 3e livre là qu'on va sortir, donc ça va même faire 3 ans qu'elle est avec moi. Et typiquement, c'est quelqu'un qui écrivait et qui a découvert par une camarade de classe que j'existais. Et elle écrit des livres qui sont pour adultes, c'est-à-dire un niveau de style et de poésie, on va dire, qui est très élevé. C'est pour les amoureux des mots, ce qu'elle écrit. Ça s'adresse à des personnes qui peuvent avoir des frissons, la chair de poule, parce qu'une phrase est très très belle. Est-ce que ça veut dire que tous ces jeunes qui écrivent aujourd'hui, je vais un peu forcer le trait, mais qui écrivent en cachette, est-ce que c'est des gens qui ont déjà un niveau peut-être pas supérieur, parce que c'est blessant pour le reste, et ont un certain niveau d'études, de vie, Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, vous seriez très surpris. Non, j'ai des gens de tout milieu qui sont pas forcément... En fait, la clé d'entrée, c'est le désir d'écrire. Après, le niveau de français derrière, le niveau d'écriture, ça j'y travaille. Voilà. C'est là où moi, je les fais énormément progresser, ceux qui, au départ, n'ont pas un niveau d'écriture suffisant. Mais non, par exemple, le PH, elle ne lisait pas avant, elle avait très très peu lu, elle s'est mise à lire 1 an avant de me rejoindre. Et elle trouve son inspiration où alors? Ah bah alors ça. Son imaginaire, son... Non, oui, elle a accès à quelque chose qui n'est pas accessible au commun des mortels, j'ai envie de dire. Et elle nous y donne, elle nous permet de mettre un pied dedans, justement. C'est bien. Et PH, elle est aussi de la région de Villeurbanne? Oui, elle est sur Villeurbanne. Donc ces livres, je vois notamment Mes mains pour les tiennes. Oui. C'est des livres qu'on peut trouver, si je vais à la librairie Saint-Étienne, je peux les commander. Ah bah, livrairie de Saint-Chamond, partout, oui, tout à fait. Vous demandez d'édition du Sable et des Cailloux, PH, et vous trouvez ces livres. D'accord, très bien. On a également Scard 21, là j'imagine que j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. Ou alors Scard 21. Non, Scard 21, très bien, très bien. Là, je voulais faire jeune. Pareil, c'est une jeune autrice, une jeune prodige même, vous dites? Oui, c'est la collection Jeune Prodige. Donc c'est par elle que tout a commencé parce qu'elle a sorti son premier roman, elle avait 11 ans. Et en fait, elle m'a présenté le manuscrit, je l'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs en me disant « mais moi je suis pas assez... je suis minuscule, je peux pas t'aider. Il faut que tu trouves un vrai éditeur qui pour porter ton talent qui est énorme. » Et sauf que les éditeurs m'ont répondu très gentiment qu'ils n'éditaient pas les mineurs. Et j'ai compris pourquoi, hein. Effectivement, ils ont toutes les raisons de ne pas éditer les mineurs. Et je me suis dit, mais quel gâchis, voilà. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure avec les jeunes. Et depuis, donc, elle a écrit une trilogie fantastique. Donc, elle a 14 ans, elle a sorti 3 romans. Et puis, elle s'est lancée dans l'espionnage cette année, donc un 4e roman qui va sortir au mois de juin. Donc là, c'est même plus d'imagination, là, c'est de l'énergie, là. C'est un talent fou. Ouais, en fait, cette petite, vous lui renvoyez un chapitre en disant, mais là, je sais pas, il est pas à la hauteur ton chapitre, ça manque de ci, ça manque de ça. Hop, et je sais pas, 1 heure après, vous avez un chapitre réécrit, nickel. Moi qui cherche quelqu'un pour écrire mon histoire. Ah bah voilà, très bien. Non, je plaisante, il n'y a rien à dire. Flavie Orleft, pareil, est-ce que j'ai bien dit? Non, Flavie Orleft. Donc Flavie, elle a commencé chez moi avec des romans à plusieurs mains, parce que je fais aussi écrire les jeunes à plusieurs mains. Quand ils sont plus petits, ça leur permet de démarrer. Elle a écrit un premier roman, puis un 2e roman à plusieurs mains, et ensuite elle s'est lancée toute seule. Voilà, donc là c'était son premier roman, Le journal du clan d'Onirus, et elle prépare un 2e roman. Là c'était de l'aventure, le suivant sera plus différent, on va dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre maison d'édition, vous publiez combien de livres? On parle en mois, on parle en année, comment ça se passe? Voilà, on a une grande sortie chaque année, c'est au mois de juin. Nous on est calé sur le calendrier scolaire, on va dire. Est-ce que les jeunes lisent plus l'été, moins? Ah non, c'est juste qu'en général, ils démarrent avec moi en septembre et au mieux, on arrive à sortir le livre en juin. Parfois, il faut 2 ans, parfois, il faut 3 ans. Donc, globalement, on sait qu'on en sort en juin. Après, on va voir, peut-être qu'on en sortira en décembre cette année. J'en ai quelques-uns, donc je sais qu'ils ne seront pas prêts pour juin. Et chaque année, vous sortez combien de livres à peu près?
C'est variable? Mais vous savez, on a 5 ans. Hein. Vous parlez pas à une maison d'édition qui a 150 ans. Hein. Non, mais pour avoir une idée du Oui, là, de cette la année, grandeur, même. on va sortir 8 livres au mois de juin. Oui, c'est déjà considérable. C'est non beaucoup, oui, tout à fait. Et ça ne cesse de progresser chaque année. Et c'est une entreprise, donc elle doit gagner des sous. Alors, Ouais. c'est une Vous entreprise. êtes aidé, il y a des aides, comment ça se passe? Pour l'instant, j'essaye de ne pas trop m'embarquer dans les aides parce que je sais que qui dit aide dit plus d'aide. Fin de l'aventure. Voilà. Donc j'essaye de ne pas en dépendre. Après, on verra bien. On aura sans doute besoin de coups de pouce. Mais pour l'instant, ça s'autosuffit. C'est-à-dire que la vente des livres nous permet de financer l'édition, les droits d'auteur, etc. Quand vous éditez un livre, vous savez déjà le nombre d'exemplaires, comment ça se passe, tout ce qui est technique. Alors oui, tout à fait, on a une bonne expérience maintenant, donc on sait combien on va en vendre à peu près. Et on les imprime en France, à Bordeaux. Donc on sait le coût que ça nous coûte. Et voilà, on fait des séries qui sont limitées et on réimprime au fur et à mesure. Donc là, par exemple, vous parliez de PH tout à l'heure. Son premier livre, on en est déjà à sa 3e réédition. Ce qui veut dire un nombre de... Ce qui fera plus de 600 livres qu'elle aura Ah ouais, vendu. ce qui est- Et Escarte 21, son premier livre, elle a dépassé les 1000. Ah ouais, c'est considérable. Hein. Bah, considérable, pas par rapport aux grandes maisons d'édition, Ah, pas mais du moi, tout. je parle des auteurs Mais, régionaux que je côtoie, des moments, quand ils en ont vendu 20, ils sont contents. Hein. bah, en tout cas, passer la centaine, c'est déjà très difficile. Ouais. C'est compliqué. Et enfin, Rêve Plume, Alors, Rêve Plume, 17 ans. voilà, elle a 17 ans, elle a écrit son premier roman, donc elle l'avait écrit avant de me rencontrer, on l'a complètement réécrit, ça nous a pris 2 ans. Et il est sorti, voilà. Elle, c'est du fantastique, c'est de l'écriture cinématographique, c'est-à-dire que vraiment vous êtes plongé dans l'histoire, dans le monde qu'elle a inventé. Les personnages sont fascinants et voilà, une très très belle plume. j'imagine que vous avez une expérience quand même assez importante. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils écrivent comme on écrivait avant, ou c'est un style d'écriture un peu différent, qui est un peu calqué sur ce qu'on voit aujourd'hui, les séries, les choses comme ça? Non, mais j'ai que des jeunes qui sont différents les uns des autres, donc je peux pas. PH, elle écrit comme les grands auteurs écrivent. C'est vraiment de la littérature. D'autres sont plus en mode série. Effectivement, vous prenez Flavie, on a l'impression de lire un manga sans les images. Voilà, ils ont chacun leur style et je ne veux surtout pas toucher à ça. Je trouve que c'est ce qui fait la richesse justement de cette collection. Dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il y a des dates de calées déjà, des choses qui vont se passer? Oui. Des festivals, des dédicaces? Oui, on est en tournée là. On appelle ça il y a la tournée du printemps, C'est la la tournée Starac. de l'automne. Et on est beaucoup dans le 42 d'ailleurs. Ouais, vous êtes où les semaines qui viennent? On est à la Fnac de Roanne la semaine prochaine. On est à Ouais. Crémaux, l'autre bout du 42, voilà, l'autre extrémité du 42. À la fin avant les vacances, on est dans la région lyonnaise à Champagne-au-Mont-d'Or chez Cultura. On va être aussi à Genasse, toujours dans la région lyonnaise. Et puis on sera à Roanne de nouveau le 6 juillet. Donc ça, voilà, c'est notre tournée du printemps. Et on a lancé une nouvelle activité. On était très frustrés jusqu'à présent de rencontrer nos lecteurs en librairie ou sur les salons du livre. Et ensuite de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir d'échange. Et donc on a lancé les causeries de 18-30, c'est-à-dire que ce printemps, chaque auteur a une date et les lecteurs viennent le rencontrer à la fois en présentiel quand il est à Villeurbanne et à distance sur Discord. Donc là on a invité toute la MJC de Saint-Chamond à venir rejoindre les auteurs sur les dates qui arrivent. Donc Rêve Plume, c'est la semaine prochaine, le vendredi à 18h30. Escarte 21, c'est le 2 mai et moi-même, c'est le 24 mai. Voilà. Donc, si j'ai bien tout compris, vos livres, on les trouve de partout. Oui, Si on bouge un peu dans la Loire et un peu dans le Rhône, on peut vous rencontrer. oui. Et dernière question, sur un salon comme aujourd'hui, quelles sont les conclusions? Je ne sais pas si c'est là aussi c'est le bon terme. Quel est l'enrichissement d'une journée comme celle-ci? Alors nous, on adore ce type de salons qui sont à taille humaine, on va dire, où on peut avoir des vrais échanges avec nos visiteurs, avec nos lecteurs, des échanges très très enrichissants et en général, c'est sur ces salons-là qu'on fonctionne le mieux. Parce que les gens prennent le temps de s'intéresser à ce qu'on fait, même s'ils nous ont jamais vu passer à la télé auparavant. J'imagine qu'on a fait à peu près le tour. Je pense. On n'a rien oublié. Marion, On a fait le on n'a pas parlé de vos œuvres à vous. Vous écrivez aussi? Oui, moi j'ai écrit un roman et puis je sors chaque année un album illustré sur le handicap. Quel genre d'handicap? Je suis maman d'une petite qui est très malade et très handicapée. Et du coup, elle a 5 ans
Et on sort chaque année un album sur ce qu'elle vit, sur ce qu'on vit, mais de manière, c'est pas un témoignage, c'est plus un conte, c'est comme des contes. Des comptes. On est un peu dans le côté privé, mais vous avez dit très malade. Est-ce qu'elle est très malade à vie ou c'est quelque chose qui va se soigner et se guérir? Ah non, ça se guérit pas, mais elle est quand même un peu moins malade aujourd'hui qu'au démarrage. Très bien. Écoutez, je vous souhaite alors bon courage Non, elle nous donne plein de courage. et d'aboutir dans tout. Et alors, petite parenthèse qui a son importance, finalement, si tout ça existe aujourd'hui, toute cette collection, tous ces jeunes qui écrivent, etc., c'est parce qu'elle est arrivée dans notre vie. Mais il y a toujours un déclencheur. Voilà, exactement. En me clouant à la maison pour m'occuper J'ai envie d'elle. de vous dire que dans tout côté négatif, il y a toujours un petit côté positif. Oui, exactement. C'est un peu les leçons de la vie. Donc tous ces jeunes aujourd'hui sont là grâce à l'arrivée de Piwicker sur Écoutez, cette terre. je vous souhaite à tous longue vie d'artistes, bien évidemment, d'écrivains, de maisons d'édition, et puis j'espère dans l'avenir vous recroiser. Merci. Merci. Aurane Dupont, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Festival Lire en Ville de Saint-Chamond. Merci beaucoup. Psychologue diplômée de l'Université de Lyon. Donc si j'ai bien lu, vous êtes lyonnaise. Exactement. Je suis née à Saint-Chamond. C'est ça qui est assez rigolo. Aujourd'hui, c'est vraiment un retour aux sources pour moi. Mais je suis lyonnaise maintenant depuis 10 ans. Donc vous êtes une Couramio. Oui, 200 en tout cas. Très bien. Donc vous êtes en terre pas inconnue. Non, du tout. Alors, j'avoue que ça faisait un petit moment que j'y avais pas remis les pieds, mais justement, c'était l'occasion aujourd'hui et je suis vraiment très très heureuse d'être là. Alors avant de parler de livres et de Saint-Chamond et de plein de choses, moi j'ai envie de faire un petit clin d'œil à ce prénom Aurane, qu'on entend, c'est vrai, très très rarement. C'est vrai. Et si j'ai bonne mémoire, c'est le nom d'une actrice qui était dans les années 30-40, qui jouait avec des films avec Fernandel. Bravo. Aurane Desmazis. Qui jouait dans La femme du Exactement boulanger, non, je crois. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais regardé un film, mais mes parents étaient passionnés. Regardez-les parce que comme on dit à Saint-Étienne, ça vaut son pesant d'or. Ok. Qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir un jour quelqu'un qui écrit des livres? En fait, j'ai toujours écrit depuis toute petite. J'ai commencé par des petits contes et puis ensuite des nouvelles en étant adolescente. Voilà, c'est une passion qui m'a toujours beaucoup habitée. J'ai toujours beaucoup lu aussi. Et au final, voilà, ça ne m'a jamais quittée. Après, adolescente, j'ai dit à mes parents, je veux être écrivain. Ils m'ont dit, mais ça va être compliqué. Trouve-toi quand même un vrai métier d'abord. Un vrai métier, on dit toujours ça, un vrai métier. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, mine de rien, c'est difficile de vivre de l'écriture. Mais je me suis pas laissée démonter. Je me suis trouvé quand même un vrai métier qui me passionne aujourd'hui. Psychologue, c'est vraiment aussi un métier de passion. Quelle est la définition de psychologue? Alors, un psychologue, c'est un professionnel du comportement humain. Ah, c'est très vague quand même. Oui, parce qu'en fait, on a différentes sortes de psychologie. Moi, je fais de la psychologie clinique, donc en fait, je suis formée à la psychothérapie, mais on peut avoir de la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie cognitive. Il y a plein de sortes de psychologie. C'est pour ça que la définition est vague. Et vous allez voir comment je vais rebondir, c'est justement en rencontrant tous vos patients, ça vous donne des idées pour écrire des livres. Vous vous en influencez ou peut-être même inspirez? Alors, je ne m'inspire pas de l'histoire de mes patients. Des morceaux? Mais en fait, les grandes thématiques, oui, par contre. C'est-à-dire que mon premier roman, c'est l'histoire, donc Les mots contraires, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est mal dans sa peau, qui se reconnaît pas dans la société d'aujourd'hui, qui décide de tout plaquer pour aller en Mongolie. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, chez mes jeunes patients, mes adolescents, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Donc en fait, c'est en mélangeant plusieurs grandes idées comme ça que j'en viens à faire mes romans. Et quand vous dites les mots, c'est un jeu de mots avec mots et mots. Exactement. M-A-U-X et M-O-T. Oui. Oui. Vous parlez de jeunes qui ont des mots, justement. Est-ce que cette génération a plus de mots que les autres générations? Ou alors chaque génération a ses propres mots? Chaque génération a ses propres mots, bien sûr. Après, aujourd'hui, on vit quand même dans un contexte très anxiogène, avec les guerres, avec le réchauffement climatique. On vit quand même une période d'incertitude et je pense que les jeunes vivent des choses pas évidentes. Après, c'est sûr que l'époque de mes grands-parents et ceux d'avant, il y avait aussi des guerres, bien sûr. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai l'impression aujourd'hui que quand on parle de la jeunesse, on est tout le temps en train de leur trouver des excuses. Et tout ce que vous me dites, les autres générations l'ont connu peut-être même en pire.
Si je remonte à mes grands-parents, ce qu'ils m'ont raconté, mais il n'y a pas d'échelle, mais c'était bien pire que ce que la jeunesse d'aujourd'hui vit. Hein. S'ils n'ont pas eu de like sur Facebook, c'est pas bien grave non plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Après, du coup, c'est vrai que c'était d'autres contextes. Et là, j'ai l'impression que le contexte d'inquiétude est global, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, chaque génération a ses propres difficultés. Est-ce qu'on se crée... Alors, on est plus dans la psychologie que dans les livres, mais on y reviendra. Est-ce qu'on ne se crée pas finalement nous-mêmes nos propres mots MAUX? Alors, on pourrait en parler de longues heures. C'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Alors, à la fois on se les crée et à la fois on se les crée pas. C'est-à-dire qu'il y a des contextes. On vit dans un contexte culturel, un contexte familial, un contexte professionnel. Et c'est finalement la multiplication de ces différents contextes-là qui va faire que c'est plus ou moins compliqué pour nous. Et dernière question, et après on passera au livre. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette compétition permanente et peut-être qu'avant les autres générations, elles laissaient faire les choses, elles laissaient faire le temps, et il y a peut-être moins un esprit de compétition aussi. Le plus beau, le plus fort, le plus voilà, et on est toujours dans le plus. Et on a cette catégorie de jeunes qui veut, on a l'exemple des vues sur les réseaux, celui qui a le plus de vues, celui qui a le plus de likes, celui qui a le plus d'influenceurs. Alors qu'avant on laissait faire les choses et finalement si elles se faisaient mal, on rétablissait un peu la bonne chose. Et voilà, c'est un peu, je l'ai peut-être mal exprimé, mais c'est peut-être un peu cette génération qui court après quelque chose qui sert à rien finalement. Disons que les réseaux sociaux, ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et dans les côtés négatifs, il y a effectivement cette compétition et cette image de soi qui peut être déficitaire parce que il faut courir après un idéal. Après, les générations antérieures, elles avaient aussi leurs difficultés et on n'en parlait pas, mais c'est pas parce qu'on n'en parlait pas que ça n'existait pas. Tout à fait. Mais c'était sûrement des mots, encore une fois, on joue vraiment autour des mots. Oui. C'était des mots différents. Tout à fait. Pour ce qui est des mots et vos propres mots, on a parlé des patients qui vous influençaient peut-être, vous m'avez répondu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous poussent à écrire? J'ai envie de vous dire la vie en général, parce que dans tout est source d'inspiration. Un voyage, moi je m'inspire beaucoup de mes voyages. Les voyages m'influencent, mais aussi la culture en général. Une peinture, une musique, un film, vraiment tout est source d'inspiration. Et justement, moi je crée mes romans en mixant, en fusionnant différentes sources. Le psychologue, généralement, libère un peu, dans la parole, on se libère. Est-ce que dans vos écrits, vous vous libérez également? Alors, mon écriture n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire que je me libère pas de mots MAUX. Ça veut dire que tout va bien chez vous, il n'y a pas besoin de se libérer. Tout va bien, non, chacun a ses carcans, ne vous inquiétez pas. Malgré tout, non, c'est vraiment de la passion, de la pure passion pour moi. En fait, c'est une libération, une délivrance que de pouvoir poser en mots les images qui défilent dans ma tête. Vous avez dit délivrance, c'est un peu de la thérapie quand même, une délivrance. C'est qu'en fait, ça me tiraille, cette envie d'aller écrire, mais parce que c'est une vraie passion, et parce que je pense que la passion, on ne peut pas la faire taire. Vous avez des modèles quand vous écrivez? Bien sûr, bien sûr. Il y a une autrice qui m'influence particulièrement, c'est Agnès Martin-Lugan, qui est elle aussi psychologue avant d'être écrivain. Aujourd'hui, on a aussi Melissa d'Acosta, dont je suis absolument passionnée par les romans. Voilà, ce sont vraiment mes deux grandes sources d'inspiration. Quand vous avez écrit votre premier ouvrage, vous avez donc l'intention de le faire éditer, ou alors c'était déjà une envie, et après vous êtes dit on verra bien ce qui se passera? Alors au début, c'est vraiment ce que je me suis dit, on verra bien ce qui se passera. Et puis avant même de me dire on verra bien ce qui se passera, j'écris parce que j'ai trop envie d'écrire et ça me fait vraiment trop plaisir en fait de me créer mon histoire. C'est quand même une fonction un peu libératrice quand même, hein, d'écrire. Oui, ça vient soulager une tension interne, cette tension de la passion. Comme le sport, on peut se soulager à travers le sport parce que justement c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous soulage. Là c'est vraiment ça, effectivement. Le nouveau livre s'appelle Un platane dans le bitume. Tout à fait. De quoi parlez-vous donc sans livrer les secrets?
Alors, en fait, ce troisième roman qui ne tient pas, si c'est bon, ce troisième roman, eh bien, c'est le roman qui vient le plus mêler mes deux passions, donc pour la psychologie et pour l'écriture. Parce qu'en fait, avant de m'installer en libéral, j'ai travaillé en centre de rééducation fonctionnelle et j'ai fait de très belles rencontres sur place. Et ça a été une belle période aussi de ma vie de travailler en institution. Et en fait, ce troisième roman, c'est une histoire de résilience et de reconstruction. C'est l'histoire de Philippine, une jeune femme qui aspire à être sportive professionnelle. Donc elle travaille très dur depuis de longues années pour arriver à ses fins. Mais un jour, eh bien, Philippine, elle va avoir un accident. Et peut-être que cet accident va avoir des répercussions dans sa vie. Donc ce roman, c'est vraiment son parcours en rééducation fonctionnelle notamment. Toutes les rencontres qu'ils vont faire, eh bien, qu'elle va pouvoir survivre à cet Quand vous accident. avez écrit cette histoire, est-ce que vous êtes allé chercher de la documentation aussi? Ou Oui. c'est toutes Oui. des situations que vous aviez connues ou vécues? Je me suis documentée et j'ai la chance aujourd'hui en cabinet libéral de travailler avec des kinés et notamment j'ai une collègue kiné qui est passionnée de livres et elle m'a beaucoup aidée sur les pathologies somatiques de Philippine parce que moi mon domaine c'est la psycho, le somatique voilà, comme j'ai travaillé à l'hôpital je connais un petit peu mais c'est pas mon domaine donc elle m'a beaucoup aidée sur les pathologies somatiques, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, le temps de récupération, etc. Est-ce que quand vous commencez à écrire votre livre, vous avez déjà le schéma dans la tête, vous voyez un peu comment il va s'écrire? Et est-ce que quand vous arrivez au bout, vous vous dites c'est exactement ce que je voulais écrire? Ou alors vous êtes surprise en vous disant finalement je ne le voyais pas comme ça au démarrage? Alors moi, je suis ce qu'on appelle une romancière architecte. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Non, mais parler je vois de ces bien les trucs-là. plans. Je vois bien les plans. C'est ça, exactement. Eh bien, en fait, je fais des plans. C'est-à-dire que avant de poser le moindre mot de mon histoire, je fais des plans et chapitre par chapitre, je sais exactement ce qui va se passer dans mon roman. C'est comme ça que je fonctionne. Ça dure des semaines, des mois où je vais prévoir tout ce qui va se passer dans mon roman. Après, ces choses-là, elles changent. C'est-à-dire que pris dans le flot de mon écriture, il y a des petites choses qui peuvent changer. Malgré tout, ça ne change jamais drastiquement l'histoire. Est-ce que vous le faites lire à des personnes de votre entourage pour apporter des modifications? Oui. Alors, je le fais lire à ma mère qui est une grande passionnée de lecture. Je le fais lire aussi à des amis, à mon compagnon qui est mon premier supporter et mon premier lecteur qui m'aiguille beaucoup aussi sur ce qu'il a bien aimé, ce qu'il n'a pas aimé, les petites choses, voilà. C'est souvent des choses dont il aimerait savoir plus. C'est-à-dire, cet élément-là, il est chouette, mais du coup, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, j'écris un peu plus. Et puis après, de toute façon, je le recorrige avec mes maisons d'édition, parce que j'ai la chance d'être publiée dans 2 maisons d'édition. Un platane dans le bitume et chez Révolution Édition. Et dans tous les cas, c'est un travail. C'est des éditions régionales ou c'est des éditions nationales? Alors, les éditions Execo sont situées à Plombières-les-Bains et Révolution, ils sont à Montpellier. Donc, J'ai pas tout à fait entendu le premier. Plombières, c'est dans le nord-est de la D'accord. France. Dans les Vosges, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne peux pas vous contredire. Comment se passe ensuite la partie communication et vente? Est-ce que vous avez un mot à dire ou alors vous laissez faire? Oui, j'ai la chance en fait d'avoir 2 maisons d'édition qui sont vraiment super, qui sont à l'écoute. Et même, vous voyez, notamment pour les couvertures, ils me demandent ce que je souhaite. On travaille ensemble, c'est une co-construction en C'est fait. une collaboration? C'est une collaboration, tout à fait. Donc j'ai vraiment de la chance à ce C'est niveau-là. vrai que la couverture a aussi son importance. Oui. Comment vous la choisissez? Vous avez déjà une image dans la tête? Alors oui, moi j'ai souvent une image dans la tête. Après, il faut se rendre compte que, mine de rien, une maison d'édition, ils sont là pour vendre. Donc il y a une différence entre ce que j'ai dans la tête et ce qui va se vendre aussi. Donc c'est des Ça compromis. s'appelle le principe de la réalité? Ouais, exactement. Le principe de réalité, c'est tout à fait ça. Et des compromis. Mais je suis complètement amoureuse des 3 couvertures de mes romans. C'est bien d'être amoureuse. Dans les semaines qui viennent, quel est votre agenda? On sait qu'on va pouvoir vous retrouver. Il y a des salons de dédicaces de prévus? Oui. Toutes
toute l'année, je suis en dédicace, voilà, surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon prochain salon, ce sera le salon de Pérouges, le 10 et 11 mai. Là, vous allez apprécier le lieu en plus. Ah oui, je sens que ça va être incroyable parce que là aussi, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un lieu magnifique, mais je pense que Pérouges aussi, ce sera très sympathique. Est-ce que, pour finir, vous êtes déjà dans l'écriture d'un prochain roman? J'ai mis le point final, alors le premier jet de mon 4e roman, et je suis récemment partie en voyage au Laos. J'ai pris énormément de notes et je suis en train de rédiger mon plan pour un 5e. Très bien. On a fait à peu près tout le tour de la question. Je vous souhaite de nombreuses ventes, Merci. de nombreux ouvrages. Gardez surtout le sourire. Et puis je suis amusé par l'histoire d'un platane dans le bitume, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Ok, Et je vous le raconterai hors caméra. en off. En off. Merci. Bon salon, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Christophe Dumas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce festival du livre de Saint-Chamond. Avant de dérouler votre parcours et votre passion pour l'écriture, je voulais savoir un peu au début, pour tous, comment on arrive sur un salon régional? Alors sur ce salon-là, en fait, j'ai été démarché sur le salon du livre de Saint-Étienne, tout simplement, où j'étais invité pour la parution de ce livre-là, le livre sur Furan. Donc les organisateurs du salon sont passés me voir, m'ont demandé si je voulais participer au salon de Saint-Chamond, ce que j'ai accepté. Et donc me voilà sur place, tout simplement. Votre parcours, alors Christophe Dumas, vous êtes un écrivain régional, on peut dire ça? Alors je suis régional, oui, même si j'habite plus à Saint-Étienne, je suis né à Saint-Étienne il y a maintenant un petit peu longtemps. Un petit peu longtemps? Un petit peu longtemps, on va dire. Mais j'aime bien dire que je suis né sous Charles de Gaulle. Ouais, dans la rue alors? Oui, non, pas dans la rue, mais bon, voilà. Rue Michelet, en l'occurrence, puisque c'est là où il y avait la maternité. Donc j'ai commencé par, comme tout le monde, faire des études. J'ai fait des études d'histoire. Pendant longtemps, j'ai enseigné l'histoire. Et puis, je me suis mis à écrire assez récemment, en fait. Quand vous dites j'ai enseigné, c'était sur Saint-Étienne aussi? J'ai enseigné à Saint-Étienne, oui, 2 ans, et après sur le Puy-de-Dôme, dans le Puy-de-Dôme, à Issoire. Et du coup, ça vous a donné envie d'écrire? Alors après, oui, j'ai eu envie d'écrire, surtout quand j'ai redécouvert les lettres de mon grand-oncle, qui est mort à la guerre. Donc j'avais un lot de lettres, puis j'ai dit tiens, je vais essayer de rédiger quelque chose d'intéressant sur son parcours. Et donc c'est là que j'ai attrapé le virus. Et du coup, j'ai réécrit, le Furan s'est réécrit en fait. Et j'ai 2 romans, et je suis encore en train d'en écrire un autre. Et pour parler du livre Un passementier stéphanois dans la Grande Guerre, j'imagine là qu'on n'invente pas, on va chercher des archives, on va chercher des documents. Alors là, oui, c'est un travail d'historien entre guillemets. Ça, c'est un travail d'historien, comme pour le Furan, c'est un travail d'historien. Donc j'avais les lettres de Jacques, et à partir de là, il a fallu que j'aille creuser, savoir de quoi il parlait. Donc on a beaucoup de choses sur internet maintenant, notamment le site Mémoire des Hommes qui permet d'avoir les historiques régimentaires et les journaux des marches et opérations. Plus évidemment, il faut parfois aller creuser un petit peu ailleurs, dans des livres, pour savoir un petit peu, notamment les batailles, parce que les batailles, quand elles ont lieu, il faut quand même avoir le cadre de fond. Donc c'est une sorte d'aller-retour entre finalement la tranchée de Jacques et puis la grande histoire de la Première Guerre mondiale, pour savoir exactement où il est allé. Alors il s'en est sorti par miracle dans un certain nombre de cas, jusqu'à l'obus fatal, en octobre 18, pratiquement à un mois de la fin. Enfin, il manquait, le 5 octobre 18, il manquait un mois. La tragédie de la guerre. La tragédie de la guerre, voilà. Donc Jacques, un petit gars de Saint-Étienne, qui est né à Saint-Étienne, qui devait devenir passementier, qui avait fait les études, qui est parti au service militaire en 1913 et qui a enchaîné avec le conflit. Donc ce qui fait qu'il a été incorporé, je crois, à la fin de l'année 1913 et il n'est jamais revenu, tout simplement. Alors on ne va pas parler du parler gaga, mais je me rends compte souvent à Saint-Étienne, on utilise des termes ou des mots, et quand on nous demande la définition, on a bien du mal à l'expliquer. La définition d'un passementier, finalement, c'est quoi? Un passementier, c'est quelqu'un qui fabrique des rubans. Voilà, c'est ce que j'en ai ressorti, c'est-à-dire qu'il faisait des rubans. C'est pour ça que le sous-titre, c'est des rubans aux tranchées, puisque Jacques a commandé des rubans à son père pour les décorations de ses camarades. C'est écrit clairement dans une des lettres. Et ces rubans, on les retrouve sur toutes les médailles quasiment. Ah bah oui, parce qu'il faut bien
il faut bien des rubans pour attacher les médailles. Pour les tenir. Voilà, apparemment il n'y avait pas trop. Pour revenir au Furan, ça vous est venu comment l'idée d'écrire un livre sur le Furan? Alors l'idée, en fait, c'est quand j'étais à la fac, il me fallait un thème sur le mémoire, pour un mémoire de maîtrise. Et donc je me dis pourquoi pas parler de cette rivière qui traverse Saint-Étienne, dont on ne sait pas grand-chose puisqu'elle est couverte à peu près partout. Et donc, alors à l'époque il n'y avait pas internet et tout ça, donc j'ai plongé le nez dans les archives municipales pour avoir les délibérations du conseil municipal, et des choses un peu savoureuses parfois. Pas mal de livres aussi qui parlent de l'industrie, puisqu'il y avait beaucoup d'ateliers, de choses comme ça. Oui, parce qu'avec l'eau, on peut faire pas mal de choses. Effectivement, et l'eau était force motrice. Alors, petit à petit, évidemment, quand on avance dans le siècle, la vapeur, puis l'électricité, parce qu'on s'aperçoit à la fin de la période que l'électricité arrive. Voilà. Donc il y avait ça. Et puis en creusant, évidemment, on découvre des problèmes qui sont encore très contemporains, qui sont ceux de l'alimentation en eau, notamment de la ville de Saint-Étienne. Et c'est là où j'ai découvert l'existence, alors pas l'existence, mais l'explication des barrages. Les barrages de Rochetaillé et du Pas d'Uriot ont été construits pour alimenter la ville en eau, prévenir les crues, notamment celle de 1849 qui avait ravagé complètement la ville. Et on découvre des problématiques complètement actuelles encore, de pollution des eaux, de construction illégale dans le lit de la rivière, qui fait que la rivière, quand il y a une crue, ça bute, ça déborde, ça charrie plein de choses et ça détruit encore plus. Enfin, voilà. Finalement, on a beau parler du milieu du 19e, parfois on a l'impression encore de vivre des situations actuelles. Et le mot de Furania désignait quoi finalement? Alors Furan ou Furens, si on l'écrit ENS, en latin ça évoque la furie, la rage, des choses comme ça. Donc c'est un fleuve qui avait quand même un peu de courant alors? Alors c'est une petite rivière. Petite rivière qui prenait beaucoup de... calme, mais c'est un torrent de montagne, puisque Saint-Étienne est quand même une ville de montagne avec le Pilat autour. Et le Furan, quand il descend tranquillement du Pilat, tout va bien. Tout va bien. Quand un gros orage éclate sur le Pilat, ça commence à coincer. Un peu comme les Stéphanois alors, calme, Voilà. mais il ne faut pas trop les chauffer. Calme, il ne faut pas chauffer, un peu comme tout le monde. Voilà. Tous ces livres, on peut les retrouver où? Alors, ceux-ci sont en librairie, puis sur Internet évidemment. On peut les trouver notamment, alors je ne vais pas faire de la pub, mais sur les grands marchands en ligne. Très bien. Même s'il vaut mieux. Alors pour ceux qui sont publiés chez Abatos, l'éditeur stéphanois, donc ils sont sur le site aussi de l'éditeur. Et puis sinon, celui-là, on le trouve en librairie à Saint-Étienne, a priori. Là, le Passementier, on le trouve en librairie. Sachant qu'il y a une version romancée du Passementier. Très bien. Dernière question, avant de vous laisser à vos dédicaces et à vos rencontres. Oui. Quels sont les prochains rendez-vous? Est-ce qu'il y a dans l'agenda des rendez-vous dans les semaines qui arrivent? Alors dans les semaines qui arrivent, je serai à Montbrison au mois de juin, le 8 juin. Ensuite, j'ai un autre salon à Saint-Flour le 15 août. Issoire qui est fin septembre, ça va être le 28. Et je serai en principe soit au Puy au mois d'octobre, novembre, fin octobre, début novembre, il y a le salon du Puy et celui de Brioude. Voilà. Parce qu'avec le travail, j'essaie de... Et actuellement, vous travaillez sur un nouvel ouvrage? Actuellement, je travaille sur un ouvrage qui paraîtra... Alors, il y en a un qui doit paraître, j'espère qu'il pourra paraître pour le salon Montbrison, qui est la suite du voyage de stage qui se passe sous l'occupation, où j'évoque... Alors, ce sera d'actualité en plus, le bombardement de Saint-Étienne, notamment. Voilà, la libération de la ville, enfin tout ça, cette épouvantable tragédie là, qui a frappé la ville de Saint-Étienne. 44. En 44, voilà, mais 44, ça démarre à Paris, et puis ça... Il faut passer les lignes de démarcation. Bon, enfin voilà, il y a toute une histoire autour d'une infirmière. Donc c'est une histoire de femme aussi, avec le mari prisonnier, enfin pas prisonnier, mais bon, qui est obligé de se cacher, prisonnier pendant un temps, qui s'évade. Voilà, il y a plein de péripéties. Et actuellement, je suis en train d'écrire quelque chose qui sera un peu plus... alors qui se passe aussi à Saint-Étienne. Je fais exploser de colère le Furan avec des choses qui se passent dans la ville, et derrière il y a toute une histoire de... Dans la ville actuelle ou dans le passé? Dans la ville actuelle, voilà. Ce sera actuel cette fois-ci. J'imagine qu'il y a des choses à dire. Complètement actuel, avec... voilà, je vais faire une petite catastrophe à Saint-Étienne avec une enquête policière derrière qui va révéler des choses... On se revoit pour la sortie de ce nouveau bouquin? Voilà, déjà celui qui va sortir et que j'espère avoir pour Montbrison. Normalement tout est prêt, il faut que... Christophe Dumas, merci beaucoup. Merci à vous pour cette interview. Et puis, moi, je vous dis bon salon. Merci. Et puis, continuez à avoir des idées et à faire des beaux livres. C'est ça. On va essayer. En tout cas. Merci. Antonin Sabot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au festival Lire en ville de Saint-Chamond.
toute première question, comment vous êtes arrivé sur ce festival? Eh ben moi j'étais à la fête du livre en fait parce que j'ai sorti mon dernier ouvrage il n'y a pas très longtemps et donc j'ai été invité à la fête du livre 2023 de Saint-Étienne. De Saint-Étienne? La seule fête du livre en France. Hein. La seule fête du livre? Ouais. Là, je pense que. À part celle de Saint-Chamond. Là, quoi. je pense que vous avez fumé un peu la moquette. À part celle de Saint-Chamond. Non, Saint-Étienne, c'est la meilleure, c'est ça que je veux dire. Donc, bref, j'étais à la fête du livre de Saint-Étienne et en fait, voilà, l'équipe de la MJC est venue et je me suis dit que c'était super. Et moi, je suis du coin, donc ça m'a plu de venir à Saint-Chamond. J'aime bien la définition. Vous dites, je suis du coin. Ouais. Sur ma Bible, ça me dit un village sans adresse. Ouais, c'est-à-dire bien ça. Ah bah, c'est les meilleurs villages, ceux où on peut pas me retrouver. Non, mais c'est dans quel coin? Ouais, c'est en Haute-Loire. Ah, c'est vague alors. Hein. C'est un repère de contestataire, un repère d'anarchiste, quoi. En tout cas, c'est mon repère. Ouais. J'ai vu aussi, vous étiez un ancien ou peut-être toujours un journaliste. Je suis plus journaliste, non. Donc du coup, la transition, elle se fait du journalisme à l'écriture, c'est la même chose un peu, non? Disons que c'est apparenté, ouais. Ça peut être cousin, quoi. Cousin un peu lointain quand même. Cousin lointain. Ouais, c'est deux formes d'écriture Ouais, c'est très différent. Dans le journalisme, on est dans du court et du tout de suite. Dans l'écriture d'un livre, ouais. On est dans la réflexion et on cherche les mots. Alors, on est quand même dans la réflexion dans le journalisme, enfin j'espère. Hein. Oui, là, c'était un pas de retrait. Et en fait, pour moi, c'était un pas de retrait pour mieux regarder. Regarder d'un peu plus loin. Et donc pouvoir un peu mieux raconter, je pense. Plus loin, ça veut dire du recul? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut pour vous, il vous faut quel recul pour avoir une situation juste? Ouais. Paradoxalement, je pense que pour bien toucher les choses, il faut en être un peu loin. On est d'accord. Et donc voilà, il faut pas en être trop loin non plus. Il faut aussi savoir de quoi on parle. Mais oui, prendre son temps, avoir le temps de regarder. Au moins de pas trop travailler aussi. C'est important d'avoir du temps pour réfléchir et pour pouvoir écrire quelque chose ensuite de valable. Et vous avez toujours eu envie d'écrire ou c'est venu au fil des années? Je suis devenu journaliste pour écrire, hein, de toute façon. Voilà, j'avais envie d'écrire la vie des gens, les histoires extraordinaires ou banales. Tout ça, ça m'intéressait. Donc j'ai déjà fait ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans l'intimité des gens, dans des choses qu'on ne peut pas forcément raconter en tant que journaliste. Pas que ça soit interdit, hein, mais qu'on ne comprendrait pas, je pense. Qu'on parle de choses un peu qui vont un peu plus loin que la réalité peut-être. Et donc il fallait passer à la fiction. Et le premier livre, ça s'est passé comment? Vous avez eu envie d'écrire une histoire, envie de raconter des choses? Ouais, je savais pas trop quoi écrire au début. Ouais. Je savais que je voudrais écrire un roman beaucoup inspiré des expériences que j'avais eues en tant que journaliste, des gens que j'avais rencontrés quand j'étais journaliste, mais où j'avais parfois l'impression de ne pas être allé au bout de l'histoire. Et après, concrètement, en fait, je me suis assis à mon bureau à la fin des vacances. Vous savez, la rentrée, un peu comme les retraités, ou la première rentrée où ils devraient aller au travail, puis en fait, ils y vont pas. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Je me suis mis devant mon bureau et tous les jours, j'écrivais un nouveau livre. Et en fait, le lendemain, je me disais non, en fait, c'est pas bon. Hop, tu le balances, je le balançais. Et à un moment, j'ai trouvé une première scène qui me parlait très fortement, où je voyais qu'il y avait tous les ingrédients d'un livre. Et là, j'ai dit ok, d'accord, celui-là, je le continue, je vais jusqu'au bout. Et cette scène, elle était inspirée de quoi? C'est un petit peu personnel, donc j'irai pas exactement jusqu'au bout, mais en tout cas, c'était une scène où on voyait vraiment tous les éléments du livre, c'est-à-dire un enfant qui vivait seul avec son père dans un endroit reculé, dans un tout petit village, qui avait grandi comme ça, à l'abri du monde, on va dire. Et soudain, voilà, il voit son père mort. Et donc ça le lance dans une quête un peu à la fois d'où il vient, des origines, et en même temps pour comprendre le monde qui l'entoure. Le Grand Incendie, c'est votre tout nouveau livre. Ouais. C'est le combien d'ailleurs? Alors celui-là, c'est le deuxième. Ouais. Le deuxième. Comment ça s'est passé le premier? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rencontres? Il y a eu des regrets? Comment a été la vie de ce premier ouvrage? Alors, il y a eu le Covid. Il est sorti. Tout le monde m'en parle, c'est curieux. Est-ce qu'en face de vous avez un médecin? Non. Il est sorti pendant le Covid. Donc il y a eu très peu de rencontres. C'était très dur parce que écrivain, c'est un métier très solitaire. Même si après on fait lire, etc. On a des retours parfois, etc. Mais c'est un métier très solitaire où on reste pendant des mois à son bureau en réfléchissant un peu tout seul. Et moi, j'aime beaucoup parler. Je suis un peu bavard et j'ai pas pu le faire pour ce premier livre où c'est venu plus d'1 an après.
Donc j'étais assez frustré. Et donc sur le deuxième, je me suis rattrapé, j'en ai pas mal parlé. J'ai fait plus de rencontres sur le deuxième livre et je suis content. Entre le moment où vous vous mettez devant... Comment vous écrivez d'ailleurs? C'est sur un papier avec un stylo ou c'est devant l'ordinateur? Moi j'écris principalement à l'ordinateur. Ça m'arrive de prendre quelques notes et de les reprendre après, mais j'écris principalement à l'ordinateur très tôt le matin. Vous êtes dans l'imaginaire ou alors vous allez faire des recherches? Un habile mélange, je dirais. Moi je fais souvent mes recherches, bizarrement, vous allez dire a posteriori, pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises. Mais en fait, souvent je me base sur quelque chose de très concret qui m'amène à une histoire que moi j'invente et ensuite je vérifie ne pas avoir dit de bêtises sur le contexte, sur des éléments de décor, etc. Est-ce que votre façon d'écrire le second ouvrage a été un peu différente par rapport à l'expérience du premier? Ouais, complètement. Le premier, il m'est sorti des mains parce que je pense que j'ai écrit comme tout le monde, je pense comme beaucoup d'écrivains qui écrivent leur premier livre. J'ai un peu recollecté plein d'histoires que j'avais déjà, dont je voulais parler, dont je parlais à mes amis, etc. Et hop, ça a fait un livre, donc ça allait très vite. J'ai mis 3 mois à écrire le premier jet. Bon, après, il y a eu beaucoup de retravail, mais voilà. Alors que le deuxième était plus réfléchi. J'ai dû un peu plus aller chercher ce que je voulais écrire et donc j'ai mis 18 mois à l'écrire et ça a été beaucoup plus long. Ouais. Et pour vous faire éditer, vous avez fait comment? Vous avez envoyé vos ouvrages? Vous aviez du réseau, j'ose dire? Alors, j'avais pas de réseau, mais je connaissais un peu le monde de l'édition. En tout cas, non, comment dire? Je suis un grand lecteur, donc je voyais un peu là où je voulais qu'il soit publié. Donc j'ai envoyé un petit nombre restreint d'éditeurs. De manière très adressée, en sachant à qui je parlais et que c'était un livre qui pouvait éventuellement leur plaire. Alors en l'occurrence, ils ne l'ont pas publié, mais il y en a qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit ok, on voit ce que vous voulez dire, mais là, par exemple, à tel moment, vous loupez un peu votre cible ou telle partie n'est pas aussi bien que telle autre. Donc réécrivez peut-être celle-ci. Donc ensuite, j'ai réécrit et après, j'ai pu faire un envoi un petit peu plus large à d'autres éditeurs et il y en a un qui l'a accepté. Quand on vous demande de réécrire certains passages, est-ce que ça... C'est un peu une question compliquée, mais est-ce que ça blesse un peu votre ego en vous disant j'étais dans la vérité, là on me fait écrire quelque chose qui ne correspond pas à ce que je voulais dire? Alors en l'occurrence, ça ne m'est pas arrivé que j'ai l'impression que ça ne soit pas bien. C'est-à-dire que je suis tombé, je pense, sur des très bonnes éditrices, puisque la plupart des éditeurs sont des éditrices, qui avaient compris où je voulais aller et qui donc voyaient là où je m'étais trompé. Et en fait, je l'ai assez vite accepté en fait, et au contraire, ça m'a permis de faire des meilleurs livres. On revient au dernier, le grand incendie, il parle de quoi? Le grand incendie, c'est pas très compliqué, il parle d'un grand incendie, mais vraiment un incendie très très grand, voilà, ça parle des méga-feux, donc un phénomène qu'on voit depuis une vingtaine d'années à peu près sur la planète, et depuis une dizaine d'années peut-être en France. On a tous en souvenir les incendies là en 2022, 2021, 2022 dans les Landes. Il y a eu 60 000 hectares qui ont brûlé. Et j'ai entendu que ça brûlait encore dessous. Hein. Probablement, ça se peut. Il y a notamment en Sibérie, par exemple, c'est un phénomène très courant que les incendies se poursuivent pendant l'hiver et ils ressurgissent au printemps. C'est phénoménal. Voilà. Hein. Donc c'est des incendies qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaissait avant. Il n'ira pas plus bas. C'est des incendies, voilà, parce que les incendies, c'est pas un phénomène nouveau, hein, il y en a toujours eu. Mais là, on est dans un nouveau régime des feux depuis une vingtaine d'années qui font des incendies beaucoup plus grands. Et donc voilà, moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est 3 personnages qui sont aux prises chacun avec un de ces méga-feux qui en fait les met en mouvement et fait qu'ils sont obligés de partir de chez eux et de trouver un nouveau mode de vie en fait. Et on a assez de ressources là pour faire tout un livre? Je pense que j'ai pas fini encore ce livre. Il va y avoir le volume 2. Il n'y aura pas un volume 2, mais voilà, le feu c'est quelque chose de tellement grand, de tellement fort et qui est tellement imbriqué avec la vie des hommes en fait. Je veux dire, on mangerait pas si on n'avait pas de feu, on pourrait pas rouler en voiture. On mangerait mais froid, voilà. On mangerait moins. Donc c'est quelque chose de tellement imbriqué avec la société humaine et l'industrie, etc., que je pense que c'est un sujet assez inépuisable au contraire. Quel est l'agenda d'Antonin Sabot? Qu'est-ce qui se passer dans les semaines qui viennent? Eh ben, tout bientôt, là en mai, j'ai un album jeunesse qui sort, qui s'appelle Les fourmis et la cigale, pas d'après Jean de La Fontaine. C'est une réécriture d'une certaine fable, peut-être que vous voyez laquelle. Et j'ai un roman qui sort en septembre aux éditions Talent Haut qui s'appelle La Louve, qui va être vraiment très bien. Qui va être très bien, on n'en doute pas. Voilà, sur les forêts encore. Moi, je m'intéresse beaucoup à la nature. Très nature alors. Ouais.
C'est une façon de vivre aussi ou c'est juste une façon de penser? Ouais, non, moi, comme vous disiez, je vis dans un village où il n'y a pas d'adresse. Voilà, il n'y a pas d'adresse parce qu'on est un peu au bout du chemin, quoi. Et ça me va bien d'être au bout du chemin, d'avoir la forêt pas loin. Donc des livres qui sortent, des rendez-vous aussi, des dédicaces, des festivals. Alors là, je suis en période d'écriture, donc je suis venu ici, mais je vais refaire un peu l'ermite là. Et là, j'ai une question un peu aussi toute bête, mais là, vous avez trouvé l'adresse? J'ai un peu tourné. On a fait le tour justement. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Non, mais je suis super content que ça soit une MJC qui fasse ce festival. Voilà, pour moi, c'est important que les gens se réapproprient la culture l'écriture, populaire, l'enseignement populaire, etc. C'est important qu'on le garde. Antonin Sabot, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous souhaite plein de beaux livres. Merci. Je vous souhaite des belles balades dans la nature et dans les bois. Ouais. Et puis quand même, soyez présents parce que des moments on fait des mauvaises rencontres dans les bois. Hein. Non, pas trop. Hein. Ouais. Non. Bon, moi je suis un peu citadin et j'ai un peu peur de la campagne. Non, on m'a déjà dit ça un jour. Je partais camper dans les bois. Vous n'avez pas peur, mais moins il y a de monde, moins il y a de risques. Hein. Ouais, mais s'il y a un ours qui arrive ou un sanglier. Non, en fait, en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est souvent nous qui les faisons fuir. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous dire bienvenue à votre festival du livre de la ville de Saint-Chamond. Pour vous, maire de Saint-Chamond, ça représente quoi un festival comme ça, sympathique à ce château du Jarail qui est magnifique? Ça représente plein de choses parce que c'est vrai que vous l'avez dit, ce lieu est magnifique, ce lieu s'y prête. Il y a de nombreux auteurs qui sont présents aussi aujourd'hui, un peu plus d'une quinzaine il me semble. Donc c'est dirais même une vingtaine. Une vingtaine, alors c'est même encore plus. Un véritable succès avec cette organisation entre la MJC de Saint-Chamond et puis les Pas d'accord qui sont aussi des fervents actifs justement de ce salon du livre ici dans notre belle commune. Donc je suis vraiment ravi d'accueillir aujourd'hui le salon du livre. Est-ce que le maire de Saint-Chamond est un lecteur assidu? J'étais un lecteur assidu. Je vous avoue que depuis le mois d'octobre, beaucoup moins. Ouais, il y a moins de temps de libre. Il y a moins de temps de libre, même si le soir j'aime bien rentrer lire un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais c'est important de lire. C'est bon de lire et ça vide l'esprit de lire. Donc bien évidemment, dès que je peux, j'essaye de lire. Vous avez un genre particulier que vous avez en tête ou alors vous prenez un peu, j'allais vous dire, au fil des rencontres? Alors, c'est un peu au fil des rencontres. Quand je vais à la librairie de Plaisance à Saint-Chamond, j'échange parfois avec les libraires en me disant qu'est-ce qu'il faudrait lire. Je vous cache pas que j'aime bien les livres politiques. Sinon, ça serait pas normal. Et puis, j'aime bien les romans policiers et les histoires vraies aussi. À l'époque, Pierre Bellemare écrivait des nouvelles dans des livres. Et c'est vrai que j'aime bien ces histoires. Voilà, parce que je suis un fervent aficionados de Faites entrer l'accusé, non élucidé. J'aime bien ces magazines et ces reportages. Et c'est vrai que les histoires de Pierre Bellemare me plaisaient beaucoup. Si on reste dans la culture saint-chamonnaise, quels sont les prochains rendez-vous qui arrivent là, dans les semaines qui viennent? Dans les semaines qui viennent, le gros rendez-vous, ça sera la Flamme Olympique, qui sera organisée en même temps que la braderie des commerçants et surtout en même temps que la fête de la musique à Saint-Chamond le 22 juin. Puis il y aura la fête de la musique dans les quartiers le 21, mais de nombreux événements culturels tout au long de l'année. Il y aura un été aussi, beaucoup d'animations pour l'été, culturelles, sportives et bien évidemment toujours avec nos associations. Et moi je tiens vraiment à saluer tout le travail qui est fait particulièrement aujourd'hui par la MJC et par les Pas d'accord parce que c'est du travail bénévole, c'est de l'énergie qui est donnée, c'est l'énergie qui est mise et ça c'est important. Donc merci à eux d'organiser de beaux événements comme aujourd'hui. Et c'est aussi très important de mettre en avant les auteurs régionaux. Bien sûr. Il faut vendre la culture locale. Je suis un défenseur du local. Souvent je dis il faut que l'argent des Saint-Chamonnais revienne aux Saint-Chamonnais. À part que les auteurs régionaux ne sont pas bio, quoi. Joker, l'essentiel c'est du local. Le bio c'est une appellation et voilà. Vous avez parlé de la Flamme Olympique, ça se passe comment là aussi la ville a son mot à dire ou alors tout est imposé comme j'ai entendu à pas mal d'endroits? Non, la ville a son mot à dire, la ville a proposé le parcours avec un départ de l'Arena jusqu'à la place de la Liberté où sur la place de la Liberté il y aura un village olympique. Après c'est la gestion on va dire de la flamme sur le moment où elle vient, sur le moment où il y a le parcours où là la ville n'a pas son mot à dire, c'est organisé par le comité olympique et les Jeux olympiques eux-mêmes Paris 2024, mais sinon bien évidemment la ville a son mot à dire. C'est sur les porteurs de flammes que la ville n'a pas son mot à dire.
Et ça, c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a un Curamio qui va porter la flamme, ou alors c'est complètement là aussi vous n'avez pas le droit de choisir? Alors, c'est un petit peu parfois ce qui est mal fait. Le département va positionner des personnes, donc pour l'instant il n'y a pas de Curamio Ce que j'ai vu. ici à Saint-Chamond. Mais par contre, il y a des Curamios qui ont gagné des portages de flammes, si on peut appeler ça comme ça. Une dame de l'Office des sports et de l'athlétisme qui a gagné par Coca-Cola, par contre qui aura porté la flamme dans le Vaucluse. Une autre personne qui a gagné à la BNP Paribas et il ne sait pas aujourd'hui où il ira porter la flamme. On a des Saint-Chamonais qui vont aller porter la flamme bien ailleurs, et à Saint-Chamond on aura des gens d'autres communes à cause des partenaires finalement premiers, parce que je peux comprendre parce que les fédérations ont besoin d'argent, mais à un moment donné je trouve ça dommage que ce soit Coca-Cola, BNP, McDonald's qui imposent des porteurs de flammes dans une commune. C'est peut-être ce qu'on appelle l'universalisme. Oui, c'est le nouveau monde, la société qui évolue, mais parfois c'est un petit peu dommage quand même. Merci pour ce bref passage à notre, on va dire notre stand littéraire sans livre. On vous souhaite une belle balade et de belles rencontres à cette fête du livre Saint-Chamonnaise. Et puis à très bientôt. Merci à vous Gilles Charles, et puis à très bientôt. Pourquoi pas pour un match de basket? J'espère bien.